Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler des oméga 3 au sens large, qu'ils soient naturellement présents dans les aliments ou surtout s'ils sont présents dans des compléments alimentaires. Vu que c'est la rentrée, petite nouveauté accessible à toutes et à tous, c'est l'idée de pouvoir choisir la prochaine vidéo. Pour cela, rien de plus simple. Rendez-vous sur ma chaîne YouTube, vous cliquez sur l'onglet Communauté et vous avez accès aux petits sondages que je mettrai régulièrement pour choisir la thématique de la vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de ces fameux oméga 3. Donc dans la première partie de la vidéo, on ira voir déjà ce que c'est qu'un oméga 3, et on ira voir aussi quelles sont les recommandations françaises en la matière. Dans une deuxième partie de la vidéo, je vous présenterai les études scientifiques qui ont mis en avant des potentiels bienfaits santé des oméga 3, et notamment sur la santé cardiovasculaire. Nous irons aussi voir des études qui mettent en lumière les effets des oméga 3 sur les fonctions cognitives, et nous nous arrêterons aussi un moment sur les études faisant le lien entre consommation d'oméga 3 et troubles de l'attention chez l'enfant. Et pour terminer cette vidéo, nous verrons quels sont les aliments riches en oméga 3, quelle quantité d'aliments il faudrait consommer sur une journée pour couvrir nos besoins, et nous ferons un petit comparatif entre les aliments riches en oméga 3 et les compléments alimentaires en termes de prix. Allez, on commence tout de suite avec la présentation de ce qu'est un oméga 3. Aujourd'hui, on va donc parler de ces fameux oméga 3, qu'on appelle aussi des acides gras polyinsaturés. Alors ce que je vous propose, c'est déjà de détailler chaque terme de ce titre, en commençant par ce qu'est un acide gras. Un acide gras, c'est une chaîne d'atomes de carbone, et comme son nom l'indique, il doit y avoir une fonction acide qui traîne quelque part. En effet, d'un point de vue moléculaire, un acide gras contient une fonction acide carboxylique, COOH. Et à l'autre bout de la chaîne, on voit un CH3 qu'on appelle un groupement méthyle. Donc finalement, un acide gras, c'est une chaîne de carbone avec une fonction acide carboxylique et une fonction méthyle. Maintenant, qu'est-ce que veut dire polyinsaturé ? Ici, vous voyez trois acides gras différents, et si vous êtes observateur, vous avez vu que le premier n'a pas de double barre bleue. Le fait qu'il n'ait pas de double barre bleue, cela veut dire qu'il est saturé. Il n'y a donc pas d'insaturation dans la chaîne de carbone, on parle donc d'acide gras saturé. Le second acide gras que vous voyez contient une double barre bleue, ce qu'on appelle une insaturation ou encore une double liaison carbone-carbone. Ça veut juste dire que ces deux atomes de carbone partagent des électrons pour créer des liaisons chimiques un peu particulières. Le fait qu'il ait une double barre bleue, on dira que du coup il a une mono-insaturation, une seule insaturation. Et enfin, le dernier acide gras que vous voyez, vous observez qu'il contient trois doubles barres bleues, ce qui veut dire qu'il est composé de trois doubles liaisons carbone-carbone, ou plutôt de trois insaturations. Donc, vu qu'il a plusieurs insaturations, on dira que cet acide gras est polyinsaturé. Maintenant, le dernier terme qui nous reste à définir, c'est ce fameux oméga 3. En chimie, pour savoir quel type d'oméga est notre acide gras, il faut partir du carbone du groupement méthyle, c'est-à-dire ici le dernier carbone que vous voyez, et compter, donc 1, 2, 3, et on voit que c'est cet atome de carbone numéro 3 qui contient la première double liaison. Le fait que cette première insaturation soit sur le carbone 3, on dira que c'est un oméga 3. Si ça avait été sur le carbone 6, on aurait parlé d'oméga 6, et si ça avait été sur le carbone 9, on aurait parlé d'oméga 9. Il faut savoir qu'il existe trois oméga 3 très importants pour le corps humain. Le premier, c'est l'acide alpha-linolénique, qu'on appellera souvent ALA. Le second, c'est l'acide eicosapentaénoïque, qu'on appellera EPA. Et le dernier, c'est le DHA, l'acide docosahexaénoïque, qu'on nommera DHA. Et je vous accorde que ces noms sont très alambiqués, très longs, donc vous m'entendrez souvent parler dans la présentation de ALA, pour l'acide alpha-linolénique, d'EPA, pour l'acide eicosapentaénoïque, et de DHA, pour l'acide docosahexaénoïque. Faites le test chez vous, vous allez voir que c'est pas si simple de le dire si rapidement. Je referme la parenthèse, on continue avec les abréviations. En règle générale, en chimie, on représente les molécules de façon linéaire. En tout cas, pour les acides gras, c'est vrai. En réalité, le fait que ces acides gras aient des insaturations, ces fameuses doubles liaisons carbone-carbone, ça va donner un coude à la molécule, et en fait, dans la nature, quand on les verrait, ces vraies molécules, elles auraient plutôt cette forme-là. Mais tout au long de la présentation, on va plutôt garder une forme linéaire pour que ce soit plus simple. Il faut savoir que ces trois acides gras, ces trois oméga 3, sont considérés comme étant des acides gras essentiels pour le corps humain.
Qu'est-ce que ça veut dire acides gras essentiels? Ça veut dire que finalement, notre corps ne sait pas les fabriquer. La seule façon ici pour le corps humain d'en avoir, c'est donc de les apporter par l'alimentation. On parle donc ici d'acides gras essentiels, et en fait, comme les vitamines, il faut en amener par l'alimentation pour ne pas être carencé. Alors ici, ce que je viens de vous dire, c'est partiellement faux. Pourquoi? Puisqu'en réalité, notre corps sait fabriquer un petit peu d'EPA et un petit peu de DHA à partir d'ALA. L'acide alpha-linolénique est donc considéré comme un précurseur en oméga 3. En effet, grâce à des études utilisant des radioisotopes stables marqués au carbone 13, des chercheurs ont réussi à mettre en évidence que chez les messieurs, 8% de ALA pouvait être transformé en EPA, et ce taux de conversion montait jusqu'à 21% chez les dames. Maintenant, pour ce qui est de la conversion en DHA, les auteurs indiquent un taux de conversion de 0 à 4% chez les messieurs et de environ 9,2% chez les dames. Et cette capacité féminine à transformer ALA en EPA et DHA est vraisemblablement liée aux capacités d'héberger la vie chez la femme, c'est-à-dire d'avoir un fœtus, et pour que le fœtus se développe correctement, il faut de l'EPA et du DHA. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous devons de revoir ensemble quelles sont les recommandations françaises en oméga 3, donc on va voir les recommandations en acide alpha-linolénique, les recommandations en EPA et les recommandations en DHA. Sur le site de l'ANSES, vous pouvez trouver ces recommandations et on peut voir qu'il faut 2,2 grammes d'acide alpha-linolénique, donc ALA, pour une personne qui aurait un apport énergétique d'environ 2000 kcal. Cet oméga 3, il faut vous dire qu'on va le retrouver majoritairement dans l'huile de lin, les graines de lin et l'huile de colza. Je rentre pas plus dans le détail ici puisqu'on reviendra sur ce point plus tard. Maintenant, pour ce qui est de l'EPA et du DHA, vous voyez que l'ANSES recommande un apport journalier de 250 mg. L'EPA et le DHA, il faut vous dire qu'on le retrouve majoritairement dans les poissons gras, et on en reparle à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti, on attaque avec les études scientifiques. La première étude dont je voulais vous parler, c'est une étude qui date de 2006 et qui a été publiée dans le célèbre journal JAMA. Donc ce que je vous présente, c'est une revue de la littérature qui va nous permettre de comprendre pourquoi l'EPA et le DHA ont attiré l'attention des scientifiques. Dans cette étude, les chercheurs ont rassemblé les résultats de plein d'autres études et ils ont mis en évidence que la consommation de 1 à 2 portions de poissons gras riches en EPA et DHA par semaine permettait de réduire le risque de mortalité coronarienne de 36% et le risque de mortalité de 17%. Ici, il faut bien vous dire qu'obtenir des baisses de risque de développer des maladies aussi importants, c'est vraiment très pertinent d'un point de vue santé publique. À partir des données expérimentales, les chercheurs ont modélisé l'évolution du risque de mortalité cardiovasculaire par rapport à l'apport en EPA et DHA. Ce qui est intéressant de voir ici, c'est qu'on observe une baisse du risque de mortalité pour des consommations d'EPA et DHA allant de 0 à 500 mg. En revanche, les auteurs mettent en avant qu'au-delà de 500 mg d'EPA et de DHA par jour, le risque de mortalité cardiovasculaire ne diminue pas plus. Les auteurs de l'étude concluent que pour la population générale, 250 mg d'EPA et de DHA semble être une cible raisonnable d'apport pour réduire la mortalité cardiovasculaire. Et pour ce qui est des personnes souffrant d'une pathologie cardiaque, il semblerait qu'un apport entre 500 et 1000 mg par jour soit aussi une cible raisonnable. Vous comprenez maintenant mieux pourquoi l'ANSES recommande 250 mg d'EPA et 250 mg de DHA par jour. On va maintenant un petit peu avancer dans le temps et aller voir une méta-analyse de 2019 qui s'est intéressée spécifiquement à la supplémentation en EPA et en DHA en lien avec les maladies cardiovasculaires. Dans cette étude, ils ont rassemblé les résultats de 13 études contrôlées randomisées qui comparaient une supplémentation en EPA et DHA par rapport à un placebo. Les doses de supplémentation variaient de 376 mg à 4000 mg par jour, et au total, les auteurs raisonnent avec un panel de 127 477 participants, pour des durées de suivi de 1 à 7,4 ans. Dans cette étude, les auteurs mettent en avant une baisse de 12% du risque de faire une crise cardiaque chez les personnes étant supplémentées en oméga 3, et une baisse de 7% du risque de développer des maladies cardiaques, ce qui est quand même des résultats assez intéressants. Et les auteurs ont mis aussi en avant une baisse de 8% de la mortalité cardiovasculaire. Donc ici, on retrouve plutôt des effets positifs de la supplémentation en oméga 3. On va maintenant aller voir une étude de 2021 qui a mis en avant, cette fois-ci, plutôt des effets négatifs de la supplémentation en oméga 3
sur la santé cardiovasculaire. Dans cette étude scientifique, les auteurs ont rassemblé les résultats de 7 essais contrôlés randomisés comparant une supplémentation en EPA et DHA par rapport à un placebo. Les auteurs raisonnent ici avec un panel de 81 210 participants âgés en moyenne de 65 ans et avec un suivi médian de 4,9 ans. Ici, les auteurs mettent en avant une augmentation du risque de faire une fibrillation auriculaire de l'ordre de 25% chez les participants se supplémentant en oméga 3. Alors, petite question, c'est quoi la fibrillation auriculaire? C'est une forme bien particulière d'arythmie. Ici, les auteurs sont allés un petit peu plus loin dans leurs analyses, puisqu'ils se sont posé la question de savoir si finalement la dose n'entrerait pas en jeu dans cette augmentation du risque de fibrillation auriculaire. Ils ont donc segmenté leur population et refait les analyses avec des supplémentations inférieures ou égales à 1 gramme par jour. Dans ce cas-là, les auteurs mettent en avant une augmentation de 12% du risque de développer une fibrillation auriculaire, et quand on regarde ceux se supplémentant avec des doses supérieures à 1 gramme par jour, on retrouve une augmentation du risque de 49%. Les auteurs concluent ici, étant donné que les bénéfices des acides gras oméga 3 semblent dépendre de la dose, le risque associé de fibrillation auriculaire doit être mis en balance avec le bénéfice sur les résultats cardiovasculaires athéroscléreux. Comprenez par là le fait de moins faire de crise cardiaque et de moins avoir d'athérosclérose, ces fameuses pathologies qui encrassent nos artères et font souvent faire des crises cardiaques. Donc ici, il faut comprendre que la dose est importante et que vraisemblablement, il en faut un peu, mais pas trop. Allons voir maintenant une étude qui a été publiée en 2022 et qui rassemble les résultats de 28 essais contrôlés randomisés. Dans cette étude, ils ont comparé des personnes se supplémentant en oméga 3 au sens large, et pas seulement EPA et DHA, mais aussi ALA, l'acide alpha-linolénique, par rapport à ceux prenant un placebo. Les auteurs raisonnent avec un panel de 136 965 participants avec des durées allant de 1 an à 7,4 ans. Les auteurs mettent en avant une baisse de 6% du risque de développer des maladies cardiovasculaires chez ceux se supplémentant en oméga 3 et une baisse de 8% de la mortalité cardiaque. En revanche, dans cette étude, les auteurs ne retrouvent pas d'effet des oméga 3 sur la mortalité au sens large et ne retrouvent pas non plus d'effet protecteur sur le fait de faire des crises cardiaques. Bon, on voit ici que tout n'est pas rose avec la supplémentation en oméga 3 et qu'il reste encore quelques parts d'ombre, notamment sur le dosage de ces fameux oméga 3. On va maintenant aller voir une étude très récente puisqu'elle a été publiée en 2023. Dans cette étude, les auteurs ont rassemblé les résultats de 17 études contrôlées randomisées comparant, toujours pareil, des sujets se supplémentant en EPA et ou DHA à raison de 400 à 4000 mg par jour par rapport à un groupe contrôle ou placebo. Les auteurs de l'étude raisonnent ici avec un panel de 143 410 participants, et les durées d'études s'étalent, toujours pareil, de 1 à 7,4 ans de suivi. Dans cette étude, les auteurs ont mis en avant une baisse de 17% du risque de faire une crise cardiaque chez les participants recevant des oméga 3, et une baisse de 6% de la mortalité cardiaque. En revanche, les auteurs mettent aussi en avant une augmentation du risque de faire une fibrillation auriculaire de l'ordre de 24%, chez ces participants se supplémentant. Pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin, je vous invite à aller lire cette revue de la littérature, car les auteurs résument ici tous les bienfaits potentiels des oméga 3 en mettant en lien des articles scientifiques. Ils expliquent notamment comment les oméga 3 permettent d'avoir une action sur les vaisseaux sanguins et sur le foie, ce qui permettrait ainsi une baisse du risque de développer des maladies cardiovasculaires. Dans cette revue, ils mettent aussi en avant le rôle du DHA dans la membrane des neurones et des cellules qui constituent la rétine, et aussi le rôle de l'EPA dans les membranes cellulaires des cellules qui composent les vaisseaux sanguins. Ici, vous voyez donc que EPA et DHA ne jouent pas exactement le même rôle dans le corps humain, et ce qui pourrait expliquer pourquoi ils n'ont pas les mêmes effets. Alors, on va terminer ce tour d'horizon avec une dernière étude étudiant les effets des oméga 3 sur la santé cardiovasculaire, mais de patients atteints de diabète. Ici, cette étude a rassemblé les résultats de 8 études contrôlées randomisées, comparant, toujours pareil, des participants se supplémentant en EPA ou en EPA plus DHA à raison de 1 à 4 grammes par jour, par rapport à un groupe contrôle ou placebo. Les auteurs raisonnent ici avec un panel de 57 754 participants, tous atteints soit d'un diabète de type 1, soit d'un diabète de type 2. Ici, les auteurs ont mis en évidence une baisse de 7% du risque de développer des maladies cardiovasculaires chez les patients se supplémentant en oméga 3. Mais ici, les auteurs ont voulu aller un petit peu plus loin et voir finalement si la supplémentation seule en EPA était différente de la supplémentation en EPA plus DHA. Ils ont donc segmenté leur population et refait les mêmes analyses. Quand on regarde les résultats
de ceux se supplémentant seulement en EPA, on retrouve une baisse de 19% du risque de développer des maladies cardiovasculaires, et en revanche, les auteurs ne retrouvent pas d'effet pour ceux se supplémentant en EPA et DHA. Donc ici, ça fait écho un petit peu à ce que je viens de vous dire précédemment, c'est que finalement, EPA et DHA n'ont pas forcément le même rôle dans le corps humain, ce qui pourrait expliquer aussi des effets différents. Pour conclure cette première partie, je voudrais vous parler de 2 revues publiées dans la base de données Cochrane, qui sont généralement de très grosses analyses, et vous partagez un petit peu les 2 conclusions de ces 2 très gros rapports. En 2018, les auteurs de ce rapport concluent: il est prouvé que la prise de capsules d'oméga 3 ne réduit pas les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux ou les décès. Il existe quelques preuves des effets de la consommation de poissons. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution de ces mêmes auteurs avec leur nouveau rapport en 2020, puisqu'ils affinent un petit peu leurs conclusions en disant que l'EPA et le DHA réduisent les triglycérides, donc ça peut être intéressant dans la prise en charge d'un syndrome métabolique par exemple, et ils disent l'EPA, le DHA et l'ALA peuvent être légèrement protecteurs contre certaines maladies cardiaques et circulatoires. Donc ici, des effets légèrement protecteurs, c'est pas foufou, mais ça mérite quand même d'être souligné. Bon, peut-être que ces oméga 3 sont légèrement intéressants pour la sphère cardiovasculaire, mais peut-être qu'ils sont encore plus intéressants, par exemple pour la cognition, le stress ou encore lutter contre la dépression. Allons donc voir une méta-analyse qui étudie justement les effets d'une supplémentation en oméga 3 sur la dépression. Donc cette étude a été publiée en 2019 et elle a rassemblé les résultats de 26 études contrôlées randomisées. Les auteurs ont comparé la supplémentation en EPA de 180 à 4000 mg par jour par rapport à un groupe contrôle ou placebo. Les auteurs raisonnent ici avec un panel de 2160 participants et ils ont mis en avant une baisse significative de la dépression chez les participants se supplémentant en EPA. Ils ont aussi fait un focus spécifique sur une supplémentation en EPA mais inférieure ou égale à 1 gramme et mis en avant une baisse encore plus prononcée de l'état dépressif chez ces patients. En revanche, les auteurs, quand ils se focalisent spécifiquement sur la supplémentation en DHA, ils mettent en avant que le DHA n'a pas d'effet sur la dépression. Je voulais m'arrêter 5 minutes avec vous sur le fait qu'il y a de plus en plus de publications scientifiques sur la supplémentation en oméga 3 chez les enfants souffrant de troubles déficit de l'attention et ou hyperactivité qu'on appelle les TDAH. Le point de départ de tout ça, c'est qu'il y a des études cliniques qui ont montré une diminution des taux de DHA chez les enfants atteints de TDAH, et certaines études interventionnelles ont mis en avant une amélioration des scores d'inattention et du comportement d'opposition grâce à la supplémentation en oméga 3. Néanmoins, certaines études ont montré des effets positifs, mais d'autres n'ont pas retrouvé d'effet. Il reste donc encore du travail scientifique à faire, et plus d'études scientifiques sont nécessaires pour savoir si finalement une supplémentation en oméga 3 chez l'enfant est intéressante pour lutter contre les TDAH. Le meilleur conseil que je peux vous donner ici, en tant que parent, c'est si votre enfant souffre de TDAH, c'est déjà de discuter avec votre pédiatre ou votre médecin, de l'intérêt d'optimiser les apports en oméga 3 avec des aliments riches en oméga 3. Donc on reparle de tout ça à la fin de la vidéo. Maintenant, on va tenter de répondre à une question cruciale qui est finalement, est-ce que le poisson serait suffisant pour obtenir nos doses d'EPA et de DHA, et est-ce qu'il ne permettrait pas de lutter contre, par exemple, le déclin cognitif? Donc pour répondre à cette question, on va aller voir une étude qui a été publiée en 2022 et qui rassemble les résultats de 11 études contrôlées randomisées. Dans cette étude, les auteurs ont comparé des personnes consommant plus de 2 portions de poisson gras par semaine par rapport à ceux en consommant peu ou pas. Et le suivi des participants s'étalait de 2,1 à 16 ans. Ici, les auteurs de cette étude ont mis en évidence une baisse du risque de développer de la démence de l'ordre de 10%, et surtout une baisse du risque de développer la maladie d'Alzheimer de l'ordre de 30%, et tout cela seulement grâce à plus de 2 portions de poisson gras par semaine. Donc ici, vous vous rendez bien compte que finalement la supplémentation peut être intéressante, mais peut-être que l'aliment qui contient ces oméga 3 est encore plus intéressant. Maintenant, qu'en est-il du risque de développer des maladies cardiovasculaires en lien avec la consommation de poisson? Donc dans cette étude de 2023, les auteurs ont comparé, toujours pareil, des personnes consommant plus de 2 portions de poisson gras par semaine par rapport à ceux en consommant peu ou pas. Les auteurs raisonnent ici avec un panel de 2020 participants qu'ils ont suivis sur une période de 20 ans, puisqu'ici on est dans une étude de cohorte et non pas dans une méta-analyse. Donc dans cette étude, les auteurs démontrent une baisse significative du risque de développer des maladies cardiovasculaires de l'ordre de moins 27% à 10 ans et de moins 24% à 20 ans. Donc vous imaginez, c'est quand même des effets qui sont plus positifs que ce que je vous ai présenté en début de vidéo par rapport à la supplémentation en oméga 3. Alors comme vous l'aurez compris,
La littérature scientifique foisonne de résultats concernant les bienfaits santé des oméga 3, et finalement, il n'est pas si facile de trancher à savoir s'il faut se supplémenter en oméga 3 ou pas. Donc pour tenter de répondre à cette question, on va repartir des recommandations françaises en oméga 3, et on va aller faire un tour sur notre site préféré, qu'est le Sequal, et on va aller voir quelle quantité d'aliments il faut consommer pour obtenir les différentes doses en ALA, EPA et DHA. Allons donc faire un tour sur le Sequal, et ce qui est top avec ce site, c'est que vous pouvez trier les aliments en fonction d'un nutriment. Alors si ce que je viens de vous expliquer paraît pas très clair, on va reprendre ensemble. En fait, sur ce site, vous pouvez choisir un nutriment, comme par exemple l'acide alpha-linolénique, et faire une requête qui vous permet de trier les aliments du plus riche au moins riche par rapport aux nutriments que vous avez sélectionnés. C'est donc comme ça que j'ai obtenu la petite table que vous voyez à gauche. Et dites-vous bien que le Sequal est un super outil pour savoir quels sont les aliments riches en magnésium, quels sont les aliments riches en vitamine C, et qu'il est très simple à utiliser. Alors ici, je vous rappelle qu'il faudrait consommer 2,2 g d'acide alpha-linolénique par jour. Mais la question cruciale, c'est quel aliment dois-je consommer, et surtout en quelle quantité? On va donc répondre à cette question ensemble avec des exemples. Ici, vous voyez que l'huile de lin est très riche en acide alpha-linolénique, puisqu'elle contient 53,3 g d'acide alpha-linolénique, ALA, pour 100 g d'aliments. Autrement dit, la moitié des acides gras qui composent l'huile de lin, c'est des oméga 3 ALA. Donc pour couvrir nos besoins de 2,2 g par jour, en fait, il suffit de consommer environ une cuillère à café d'huile de lin par jour. Et hop, vous couvrez la totalité de vos besoins en oméga 3 ALA. Maintenant, un autre exemple, parce que je conçois que l'huile de lin est quand même assez onéreuse, et surtout que le goût peut ne pas convenir à tout le monde. Donc imaginons qu'on souhaite avoir nos 2,2 g d'acide alpha-linolénique, mais plutôt, par exemple, avec des graines de lin. Eh bien, il faudra en consommer 10 g par jour, et hop, encore une fois, on couvre nos besoins en ALA. Alors attention tout de même, ici, puisque la cause de la graine de lin est composée de fibres, et que en fait, nos enzymes digestives ne savent pas découper ces fibres, et si vous ne mastiquez pas bien, vous voyez que ces graines, vous les retrouvez dans vos toilettes. Donc le conseil que je pourrais vous donner, c'est soit de mixer les graines de lin, pour les mettre par exemple par-dessus une de vos salades, ou dans certains plats, ce qui veut dire que vous aurez cassé la cosse, et donc les acides gras seront accessibles pour votre corps, ou alors sinon c'est l'idée de bien mastiquer. Alors maintenant, une autre alternative d'huile qui est beaucoup moins chère et dont le goût est quand même beaucoup moins prononcé, c'est l'huile de colza. Ici, si vous voulez couvrir vos besoins en acide alpha-linolénique, il faudrait consommer 3 cuillères à soupe d'huile de colza par jour. Maintenant, un autre aliment qui est aussi riche en acide alpha-linolénique, c'est la noix, puisque la noix contient 7,5 g d'acide alpha-linolénique pour 100 g. Donc si on veut en apporter 2,2 g, il faudra consommer environ 30 g de noix, ce qui représente à peu près 6 belles noix. Bien entendu, dans cet exemple, on raisonne en fait finalement comme si tout l'acide alpha-linolénique ne provenait que d'un seul aliment, alors que vous allez retrouver de l'acide alpha-linolénique dans d'autres types d'aliments. Donc vous n'avez pas besoin d'être aussi sectaire avec les doses que je vous donne. Ou alors sinon, encore plus simple, vous pouvez vous dire je combine par exemple 5 g de graines de lin et 15 g d'huile de colza, et hop, vous avez vos 2,2 g d'acide alpha-linolénique. Donc plus de soucis pour cet oméga 3. Passons maintenant à l'EPA et au DHA. Donc l'ANSES nous recommande 250 mg de chaque. Si vous m'avez bien suivi pendant cette présentation, la réponse à la question va vous paraître très simple. Dans quel type d'aliments on retrouve majoritairement de l'EPA et DHA? Et oui, vous avez la réponse, c'est les poissons, et notamment les poissons gras. Ici, vous reconnaîtrez donc le saumon. Donc consommer du poisson gras va peut-être nous permettre de couvrir nos besoins en EPA et DHA, et ça semble plutôt être une bonne idée, puisque comme on va le voir, on retrouve beaucoup d'EPA et de DHA dans ces poissons gras, qu'ils soient frais ou en conserve. Alors, premier exemple, c'est si on consomme 100 g de saumon poêlé. Dans ces 100 g, on va retrouver 1500 mg de DHA et 780 mg d'EPA, ou plutôt 780 mg d'EPA, pour nos auditeurs belges, québécois ou encore suisses. Ça me fait penser d'ailleurs, c'est quand même plus logique de dire 80 plutôt que de dire 80. On referme la parenthèse. Maintenant, dans 100 g de sardines crues, on retrouve 1580 mg de DHA et 1090 mg d'EPA dans ces 100 g de sardines. Maintenant, imaginons les sardines à l'huile, par exemple, on va retrouver 1000 mg de DHA et 670 mg d'EPA. Dans 100 g de macro cuits, maintenant, on retrouve 1340 mg de DHA et 800 mg d'EPA. Et je vous ai gardé le meilleur pour la fin,
puisque c'est un aliment dont j'ai déjà parlé dans le top 10 des aliments santé, c'est une vidéo que je vous invite à retourner voir si vous l'aviez pas vue, c'est le foie de morue. En effet, le foie de morue est excessivement riche en EPA et en DHA, puisqu'on retrouve bel et bien 4060 mg de DHA au 100 g et 3080 mg d'EPA, ce qui sont des doses quand même assez importantes par rapport à ceux que je vous ai présentés précédemment, c'est le double. Donc pour ceux et celles qui n'auraient pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir puisque je parle du foie de morue et que finalement dans ce foie de morue vous retrouvez plein de choses très intéressantes comme notamment de la vitamine D, de la vitamine A et de l'EPA et du DHA. Donc prendre un peu de foie de morue, c'est comme prendre un complément alimentaire en mieux. Mais attention de ne pas en abuser non plus. Donc ici vous voyez qu'en consommant ces différents produits, vous couvrez largement vos besoins en EPA et en DHA. Sauf que vous n'allez pas consommer du saumon ou du poisson tous les jours. C'est pour ça qu'en règle générale, on va plutôt raisonner sur la semaine, puisque les acides gras se stockent assez facilement dans le corps, et qu'en raisonnant sur la semaine, ça nous permet de mieux trancher si on a notre dose journalière ou pas. Donc prenons un exemple, imaginons que sur ma semaine, j'ai consommé, par exemple, 100 g de saumon poêlé et 50 g de foie de morue. Sur ma semaine, j'aurais donc consommé 1500 plus 2030 mg de DHA, ce qui me donne donc 3530 mg de DHA sur ma semaine. Si je divise ces 3530 par 7, j'obtiendrai ma dose journalière qui est de 504 mg, et là vous vous rendez bien compte que j'ai largement couvert mes besoins de 250 mg. Maintenant pour ce qui est de l'EPA, on fait exactement le même raisonnement. J'en retrouve 780 mg amenés par mon saumon, et j'en retrouve 1540 mg amenés par mon foie de morue. Donc si je fais le total, j'obtiens une dose sur la semaine de 2320 mg, et quand je divise cette dose par 7 pour avoir une dose journalière, j'obtiens 331 mg d'EPA, ce qui me permet encore une fois de couvrir largement mes besoins. Ici finalement vous vous rendez bien compte que le poisson c'est quand même assez intéressant pour avoir accès à cet EPA et DHA. Néanmoins une question qui reste à répondre c'est est-ce que c'est pas plus cher d'acheter du poisson que d'acheter des compléments en EPA, DHA, auquel cas ce serait un argument assez fort pour dire que la complémentation est plus intéressante que l'aliment en tant que tel. Donc on va aller faire un petit comparatif de prix et voir est-ce qu'on est dans les mêmes ranges ou pas du tout. Pour l'exemple, on va prendre du coup des poissons en conserve, car c'est généralement des produits pas trop chers et qui sont assez pratiques à utiliser puisque vous ouvrez la boîte et vous pouvez les consommer tout de suite. Donc même si on n'a pas trop le temps, c'est quand même une bonne alternative. Donc imaginons que sur ma semaine, j'ai consommé 100 g grillés de maquereau en boîte et 100 g de sardines à l'huile en moyenne, chaque produit va coûter environ 2 €. Dans le maquereau, on va retrouver 2110 mg de DHA et dans la sardine, on va retrouver 1000 mg. Ce qui veut dire que sur ma semaine, j'ai consommé 3110 mg de DHA, ce qui me fait une dose journalière de 440 mg. Donc là, j'ai couvert mes besoins en DHA. Maintenant, pour ce qui est de l'EPA, on fait le même raisonnement. Le maquereau m'en apporte 1250 mg et les sardines m'en apportent 670 mg, ce qui me fait une dose sur la semaine de 1920 mg et donc une dose journalière de 274 mg d'EPA. Encore une fois, je couvre mes besoins par rapport à nos recommandations françaises. Et ici, quand je cumule et que je calcule le coût, finalement, ça m'a coûté 2 € pour le maquereau, 2 € pour les sardines, donc j'ai un coût sur une semaine de 4 €. Maintenant, la grande question, c'est est-ce que les compléments sont plus ou moins chers que ces 4 € par semaine. Donc je suis allé faire un petit tour sur internet, j'ai fait pas mal de recherches sur les compléments en oméga 3, EPA et DHA, et j'ai retrouvé des prix au plus bas de 2,50 € pour couvrir les besoins sur une semaine, jusqu'à 10 € par semaine. Donc l'argument prix n'est pas un bon argument pour trancher, à savoir s'il vaut mieux plutôt avoir des EPA et des DHA sous forme de compléments, ou sous forme d'aliments. Alors si on devait citer quelques avantages du poisson, c'est que premièrement manger du poisson, ça va permettre de faire un repas. Et donc ça va limiter le coût réel des oméga 3. De plus, les poissons sont une très bonne source de protéines. Donc ça aussi, c'est un argument quand même pour la synthèse musculaire ou la synthèse protéique du corps, c'est quand même assez intéressant, chose que ne contiendra pas le complément en oméga 3. Et enfin, le dernier argument que je pourrais quand même vous souffler vis-à-vis de la consommation de poissons, c'est qu'en plus d'être riches en EPA et DHA, ils sont aussi riches en vitamine A, en vitamine D, en iode, en magnésium, en calcium et en plein d'autres micronutriments que ne vous apportera pas le complément alimentaire. Quand vous mangez du poisson, c'est comme si vous mangiez un complément en EPA et DHA, un complément en vitamine D, un complément vitaminique au sens large, donc là quand vous faites le coup, la complémentation va être plus chère. Donc en règle générale, si on peut avoir accès à un nutriment via l'alimentation, c'est toujours mieux que d'y avoir accès par un complément alimentaire. Mais bien entendu, cela n'engage que moi. D'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous aussi vous avez la même philosophie, c'est-à-dire que si je suis carencé ou si j'ai besoin d'un nutriment, je le cherche dans les aliments qui sont riches
dans ce nutriment, ou si plutôt vous êtes dans l'optique de vous dire le complément est une très bonne alternative. Donc pour conclure cette vidéo, si vous voulez couvrir vos besoins en EPA et DHA, moi je vous inviterais plutôt à consommer 2 fois du poisson gras par semaine. Mais une question qui va revenir chez vous, et qui me revient assez souvent, c'est est-ce qu'en consommant 2 fois du poisson gras par semaine, je vais pas avoir trop de polluants par ces poissons gras, puisque souvent ces poissons gras sont au haut de la chaîne alimentaire, et ils sont riches en différents polluants comme la dioxine ou encore les métaux lourds. Donc pour ceux que ça intéresse, je vous invite à aller lire la revue dont on a parlé en tout début de la vidéo, et en fait qui a étudié les différents contaminants dans les poissons. Les auteurs de cette revue concluent pour les principaux résultats en matière de santé chez les adultes basés à la fois sur la force des preuves et sur l'ampleur potentielle des effets, les avantages de la consommation de poissons dépassent les risques potentiels. Pour les femmes en âge de procréer, les avantages d'une consommation modérée de poissons, à l'exception de quelques espèces sélectionnées, l'emportent également sur les risques. Donc aucun souci de consommer 2 fois des poissons gras par semaine. C'est d'ailleurs la recommandation qu'on a en France, 2 fois du poisson par semaine, un coup un maigre, un coup un gras. Mais si vous faites 2 fois du gras, finalement, vous couvrez facilement votre EPA et DHA. Dernier conseil, du coup, que je pourrais vous donner pour couvrir vos besoins en acide alpha-linolénique, de consommer en petite quantité tous les jours des aliments riches en acide alpha-linolénique. Ce serait par exemple utiliser un petit peu d'huile de lin quand vous faites une vinaigrette, d'utiliser des graines de lin, par exemple, moi je l'utilise dans la salade pour donner du croustillant. Vous pouvez aussi utiliser de l'huile de colza pour faire des vinaigrettes, toujours pareil, ou encore manger des cerneaux de noix ou utiliser de l'huile de noix. Et finalement, en mangeant un petit peu tous les jours, si vous variez à chaque fois, vous couvrirez facilement vos besoins en acide alpha-linolénique. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné pour aider au soutien de la chaîne. Et pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin, notamment dans les aliments santé, je vous retrouve tout de suite dans la vidéo qui s'affiche ici.